А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est le chant des partisans russes, chanté par Anna Marly, qui est la première aussi à l'avoir chanté en français. Et vous disiez, Romain Bessonnet, elle est russe elle-même. Oui. C'est ça. Oui, oui. Et alors, Romain Bessonnet, vous avez écrit, on vous avait reçu il y a 6 mois, en juin, Poutine par lui-même, vous aviez publié, traduit les discours de Vladimir Poutine de 91 en 2000. Alors, on est 22 ans plus tard, aujourd'hui 30 ans plus tard, pour le début de ces discours. Et est-ce que, ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser sur Vladimir Poutine, est-ce que la cohérence était déjà là, par exemple, en ce qui concerne effectivement l'Ukraine, le Donbass, etc. Est-ce qu'il avait déjà une cohérence ou il a changé effectivement d'attitude ? Ah ben, dès 1991, en fait, alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer, Vladimir Poutine dit déjà à l'époque que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles qui sont le résultat, en fait, de la politique folle des bolcheviks. Voilà, c'est texto ce qu'il a dit il y a 3 jours. Politique folle des bolcheviks oui. Qui avaient eux-mêmes... La politique des nationalités, en fait, comment dire, pensée par Lénine, donc selon laquelle l'empire des tsars était une prison des peuples, et pour libérer ces peuples, eh bien, on va leur donner à chacun donc une république. C'est ça. Et donc, avec des attributs d'État, un parlement, etc. Donc il y a eu arbitrairement des républiques qui ont été créées, etc. Donc vous dites qu'il avait déjà ces idées en tête à l'époque, il y a 30 bien ans. sûr, bien sûr. C'est clair et net. Alors, pour mettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation selon ce qu'on vit aujourd'hui si on ne met pas dans le contexte. Et le contexte, c'est avant les accords de Minsk dont on va parler, Romain Bessonnet, il y a eu ce qui s'est passé en 99 avec la Yougoslavie, aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Et vous me dites vous-même, avant qu'on commence cette émission, que ça a beaucoup marqué les Russes. Ah, pour moi, c'est le péché originel de l'Occident, c'est-à-dire les bombardements contre la Yougoslavie. Alors, sans prévenir les Russes, bien sûr, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, contre un pays il n'y avait souverain. Aucun mandat, il faut le savoir. L'OTAN a attaqué, c'est l'OTAN qui a attaqué, c'est ça. L'OTAN a attaqué sans mandat, avec sa seule bonne conscience occidentale, a redécoupé les frontières donc, de la Serbie. Et en plus, suprême injure pour les Russes, on a bombardé un pays orthodoxe lors de la Pâque orthodoxe, avec des photos des soldats américains en écrivant sur leurs bombes « Joyeuse Pâques ». Donc, ce qui a été pris comme un affront, et le fait que la Russie ne puisse pas intervenir pour soutenir la Yougoslavie, parce que la Russie était en pleine crise à l'époque, a été vécu par les Russes comme une humiliation. Ah oui, véritable, fortement. Mais véritable, mais fortement. Enfin, c'était, voilà, moi-même, des amis qui avaient des opinions plutôt libérales à l'époque, comment dire, étaient scandalisés par la façon dont l'Occident se comportait, et surtout, c'était la preuve pour tout un tas de courants politiques russes que l'OTAN, en fait, on nous l'avait vendu comme une alliance défensive et inoffensive pour la Russie qui avait mis fin au communisme. En fait, c'était une alliance offensive qui pouvait bombarder des États souverains à sa guise. Et ça a retourné aussi une grande partie de la population russe dans sa vision qu'elle avait de l'extension de l'OTAN à l'Est. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais s'ils font ça de la Yougoslavie, ils peuvent faire ça ailleurs. Voilà. Et chez nous. Et chez nous, c'est ça. Alors, justement, avançons enfin et rappelons ce que sont vraiment les accords de Minsk. C'était il y a 5 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 5 ans. En 2015. 2015, exactement. Et donc, en quoi ça consistait et en quoi est-ce qu'ils ont été appliqués, non appliqués ? On en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, rafraîchissez-nous la mémoire, Romain Bessonnet. Les accords de Minsk, en fait, c'est un accord qui s'appelle donc, dont le nom officiel, ce sont l'ensemble cohérent de mesures pour mettre fin au conflit intérieur en Ukraine. Ouais. Et cet accord, en fait, il a 13 points. Les points 1 à 3 sont les mesures dites de sécurité, c'est-à-dire le cessez-le-feu,
le retrait des armes lourdes, etc., de part et d'autre de la ligne de front. L'article 3 prévoit la supervision par l'OSCE de l'accord, et puis tous les autres articles, donc 4 à 12, ce sont la partie dite politique de l'accord, c'est-à-dire quelles sont les conditions mises par les insurgés, enfin sur lesquelles les insurgés et l'Ukraine se sont mis d'accord pour une réintégration de ces territoires dans l'ensemble ukrainien. Donc les insurgés russophones, Donbass et compagnie, et puis les Ukrainiens. Et les Ukrainiens s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait un statut spécial pour ces régions. Et la partie cessez-le-feu, et il y avait aussi l'échange des prisonniers. La partie cessez-le-feu, échange des prisonniers a été mise en œuvre qu'à un cas, mais à chaque fois qu'on commençait à parler à chaque fois que les insurgés voulaient parler de la partie politique de l'accord, c'est-à-dire le statut d'autonomie, la modification constitutionnelle. Parce que le statut d'autonomie du Donbass et des deux zones était compris dans les accords de Minsk. Était compris dans l'accord, bien sûr. De façon très claire et très claire. En fait, sur la base d'une loi ukrainienne qui avait été prise au printemps 2014 pour arrêter en fait l'insurrection qui était en cours. Et dedans, par exemple, vous aviez le fait qu'il y ait une police autonome, qu'il y ait que le Donbass ait sa propre politique éducative, culturelle, linguistique. D'accord. Et ça n'a pas été appliqué, ça. Et cette loi n'a jamais été appliquée. Les accords de Minsk prévoyaient son application, prévoyaient des élections et prévoyaient que ce statut soit mis de façon permanente dans la constitution ukrainienne. Et dès qu'on commençait à Minsk, le groupe de contact, comme on l'appelait, commençait à discuter de cette partie politique, bizarrement, il y avait un bombardement ukrainien sur une ville dans le Donbass, les insurgés répliquaient, et les Ukrainiens se retiraient de la table des négociations en disant que le cessez-le-feu était violé. Systématiquement. C'était systématique. Et c'est allé jusqu'au point où et ensuite, on a eu carrément, quand le président Zelensky est arrivé au pouvoir, lui, il a dit « je les appliquerai pas ». Ah oui, d'accord. Et ses ministres l'ont dit, ils ont dit il n'y aura jamais de modification de la Constitution, il n'y aura jamais de statut d'autonomie et il n'y aura jamais de statut linguistique spécial, on y appliquera la loi linguistique ukrainienne qui, depuis 2017, est une loi particulièrement draconienne, étant donné qu'elle impose, par exemple, à tous les magasins de parler ukrainien. Alors qu'ils parlaient tous russes. Alors que vous avez des régions russophones en Ukraine, et dans le Donbass, 95% de la population a le russe comme première langue maternelle. Donc vous pensez bien que à ce régime-là, ça ne facilitait pas la façon pour négocier, dirons-nous. Alors, juste un mot, là aussi, c'est flou. Est-ce que les accords de Minsk, qu'est-ce qu'ils prévoyaient par rapport à l'Ukraine, son entrée éventuelle dans l'OTAN ou pas? Est-ce que ça a été discuté, ça, ou pas du tout? Non, ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, les Russes ont voulu le discuter et les Européens ont dit ça, on n'en discutera pas. Pareil, le statut de la Crimée, les Européens voulaient en discuter, les Russes ont dit on met ça hors de la négociation. Oui, chacun préservait son... Chacun avait ses lignes, je dirais, ses lignes rouges. Ce qui est important, c'est que dans ce processus de Minsk, donc les Européens disent systématiquement, et Emmanuel Macron a encore dit il y a 3 jours que l'accord de Minsk prévoyait donc le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le maintien de ces régions dans l'Ukraine, mais ce maintien, il était avec des conditions. Et prenons par exemple le point 8 de l'accord, je crois, qui prévoyait le rétablissement des relations économiques, sociales et financières entre l'Ukraine et les régions insurgées. Eh bien, lorsque les accords de Minsk sont pris, il y a encore des relations économiques entre les deux ensemble. Et en 2017, en mars 2017, l'Ukraine prend unilatéralement un décret de blocus économique et financier des régions insurgées. Donc le Donbass, notamment. Et les gouvernements français et allemands garants de l'accord ne disent rien. C'est-à-dire que les Russes disent, regardez, c'est une violation claire de l'accord. Jean-Marc Ayrault, à l'époque ministre des Affaires étrangères français, dit oui. Et puis, rien. On ne fait pas de pression sur Kiev. Ça passe crème, comme on dit. Et ça, en fait, ça a fait dire aux Russes que les Occidentaux, en fait, ne sont pas des garants fiables pour cet accord-là et qu'on n'a pas honoré notre signature.
Donc 1999 Yougoslavie, Oui. 2015 Minsk, Oui. là et ça crée déjà, enfin ça crée et ça continue et ça perdure. Mais alors, du coup quand même, est-ce que c'est une justification, est-ce que c'est normal quand même que Poutine applique la diplomatie de la canonnière, ça y est, il envoie ses troupes bombarder, en tout cas il bombarde plusieurs. Est-ce que vraiment c'était le moment, ou c'est pas une question de moment, mais enfin, est-ce que ça ne pouvait pas être gradacieux, il fallait utiliser pour lui la violence? Parce que Poutine, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tranche et il dit, bon, il n'y a pas d'autre solution, donc on y va? Bah après, quand on est dans une situation où pendant 8 ans on se fait balader par les gouvernements ukrainiens successifs, que en plus on se retrouve dans une situation où en Ukraine on prend des mesures complètement liberticides contre la population et les partis russophones. Je pense notamment, vous savez, vous avez 4 chaînes de télévision ukrainiennes qui ont été fermées par décret du président Zelensky il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 1 an ou 2 ans. Et l'Occident n'a pas protesté. Parce qu'on a dit, ah oui, mais ça c'est de la lutte contre l'influence russe, donc ça, vous avez le droit. Et puis ce sont vos affaires intérieures. Voilà, ce sont vos affaires intérieures, voilà. Si vous voulez. Mais quand ça se passe, enfin, quand en Russie vous avez ce même genre de choses, là c'est la dictature, etc. Oui, alors juste, on va en reparler après une petite pause. Romain Bessonnet, vous restez avec nous, parce qu'on va savoir, à votre avis, non pas pour faire des prédictions, qu'est-ce qui risque de se passer, qu'est-ce qui va se passer. À tout de suite, on se retrouve pour parler de la Russie et de l'Ukraine. Et si le sujet vous fait réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. L'Europe, dans tous ses états, le monde, dans tous ses états, avec ce qui se passe à Kiev. Et effectivement, nous sommes avec Romain Bessonnet. C'est passionnant. Il a écrit, il a conçu, il a traduit, présenté et commenté les discours de Vladimir Poutine de 91 à 2000, avant la conquête du pouvoir. Effectivement, Poutine par lui-même, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Mais alors, quand même, il nous la baille un peu belle, Poutine, quand même, Romain Besson, parce que lui, il s'est pas gêné pour prendre la Crimée, quand même, hein. Oui, enfin. Pour conquérir la Crimée, il dit bah c'est chez nous. Alors je veux bien que la population n'était pas contre, mais enfin quand même. La population était même franchement pour. Enfin, ouais. Toute personne qui a voyagé en Crimée à cette époque-là vous dira que vous n'étiez pas en Ukraine depuis très très longtemps. La population, elle était russe, elle se sentait russe. Donc ensuite, oui, bien sûr que il a utilisé une opportunité à l'époque. Mais je pourrais vous répondre que si la Crimée était vraiment ukrainienne, alors pourquoi avoir retiré toutes les forces armées sans qu'il y ait un coup de feu de tiré ? Ouais. Si le gouvernement ukrainien, si le gouvernement ukrainien croyait vraiment que c'était un territoire vraiment russe, dans ces cas-là, vraiment ukrainien, pardon, là j'ai fait un lapsus, croyait que c'était un territoire vraiment ukrainien, dans ces cas-là, il serait battu. Il n'aurait jamais retiré toutes ses forces armées. D'ailleurs, il faut savoir que c'est encore mieux. 75% des policiers et des militaires sous uniforme ukrainien sont restés dans les forces militaires et policières en Crimée. Et policières russes en Crimée. Donc c'est pour vous dire à quel point l'Ukraine était bien implantée et tenait vraiment à ce territoire. Mais alors aujourd'hui, compte tenu de ce que vous connaissez, enfin des discours de Poutine, de son langage, etc., bon, on sait très très bien, soyons clairs, lui il joue aux échecs, au billard à 4 bandes ou à 10 bandes, certains de nos dirigeants jouent à la belote, c'est pas tout à fait le même jeu, mais au fond, il veut quoi? Il veut aller annexer le Donbass. Alors il dit non, je veux effectivement indépendance, dénazification des deux régions, mais c'est un discours ou c'est franchement... Non, pour moi, le fait que Vladimir Poutine ait prononcé le mot de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout. Enfin, pour moi, c'est une... ça pourrait aller... Enfin, ça ira jusqu'à un changement de régime à Kiev. Là, pour le coup, c'est l'objectif est assez clairement énoncé. Ensuite... Donc on change de régime, oui, ça va aller, il va continuer jusqu'au changement de régime, à votre avis? Pour moi, c'est-à-dire qu'il joue avec les règles de l'Occident. C'est-à-dire, nous, on va bien dans d'autres pays, changer les régimes, mettre en place ce qu'on appelle la démocratie et les droits de l'homme, comme par exemple en Afghanistan, où ça a été un succès retentissant. Et remarqué, oui. Oui, eh bien, Poutine dit, puisqu'on joue avec ces règles-là, moi
moi aussi je vais jouer avec ces règles-là. Vous pouvez pas dire il y a une règle pour les démocraties occidentales et puis une autre règle pour les autres. Pour les démocratures, enfin, ce qu'on peut appeler, oui. Dans le droit international, il n'y a qu'une catégorie, ce sont les États, point. État démocratique, ça n'existe pas dans le droit international. Donc, à votre avis, alors qu'est-ce que ça dit, dernière question pour vous, pour l'écrivain, l'intellectuel que vous êtes, l'essayiste que vous êtes, qu'est-ce que ça dit de la situation de l'Occident en général, mais de l'Europe en particulier? Pour l'Europe, je pense que, pour la situation de l'Occident en général, je pense que nous les Européens, nous sommes tombés dans le panneau dans le piège que nous a mis l'Amérique, étant donné que les sanctions, la guerre économique de haute intensité, comme je l'appelle, entre l'Europe et la Russie va amener fatalement à une emprise économique des Américains, notamment via le gaz et le pétrole de schiste, qui vont nous envoyer pour compenser les importations russes. Oui, surtout que le pipeline, enfin le 2, là, le fameux... Oui, son sol. Donc, pour les Américains, c'est tout bénéfice. Ouais, mais pas pour les Européens. Mais pas pour les Européens. Ça, c'est clair que nous, on est là-dedans. Nous sommes les dindons de la farce. Oui, comme va dire Marie, les casseroles pour parler d'autre chose. Mais en fait, ça se rejoint. Donc, oui, vous dites que pour le moment, pour vous, on est tombé dans le piège, quoi. On est tombé dans le piège que nous a tendu Washington, et on y est tombé de façon d'autant plus facilement que nous pensions que la Russie se pliera à nos lignes rouges et que l'on pouvait laisser la situation dans le Donbass s'éterniser sans que la Russie ne réagisse. Or, Poutine aussi, contrairement à ce qu'on pense, il est sensible à son opinion publique. Et l'opinion publique russe, quand elle voit les gens, les populations russes du Donbass se faire bombarder depuis 8 ans, elle dit à son président, mais qu'est-ce que vous faites pour les protéger ? Il faut dire ça aussi. Alors nous n'avons pas été assez fermes avec le régime de Kiev, et aujourd'hui on va le payer très cher. Merci Romain Bessonnet. Écoutez, à suivre évidemment, et vous nous direz ce que vous en pensez, auditeurs de Sud Radio. Et pour les États-Unis, c'est tout bénéfice, mais est-ce que pour les vaccinés Pfizer, c'est tout bénéfice? On en parle tout de suite.